Moi, je pense qu'il y a une partie des acteurs qui a participé à des groupes de travail, qui a participé à l'écriture des avis, l'avis numéro 3, l'avis numéro 2 auparavant. Mais c'est clair que tous les acteurs, chaque enseignant, chaque parent n'a pas aujourd'hui été consulté dans le processus et c'était pas comme ça d'ailleurs que c'était envisagé. Et j'entends bien que pour certains, il y a pas mal de frustration, des inquiétudes, puisque l'ensemble des mesures n'est pas encore aujourd'hui précis, une feuille de route. Et il faudra à un moment donné opérationnaliser progressivement l'ensemble de ces mesures. Moi, ce que je peux donner comme garantie, c'est en tout cas qu'on va continuer le travail tel qu'il se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était 400 personnes dans une grande salle. Septembre, octobre, ce seront des ateliers pour les enseignants avec des thèmes comme les grilles horaires du tronc commun, les périodes de 90 minutes, le soutien à l'accompagnement personnalisé et les enseignants pourront venir exprimer à la fois ce qu'ils imaginent, leurs craintes et voir comment aussi depuis mai jusqu'à septembre, le comité de concertation, donc le groupe central, aura lui aussi continué à évoluer dans son travail. Donc je pense qu'on doit travailler avec les acteurs, mais c'est vrai que toucher tout le monde, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ça doit aussi être progressif, c'est parce qu'il faut que chacun puisse à un moment donné savoir, et il ne sera pas demain, mais peut-être après-demain, de quoi son futur sera fait, puisque c'est vraiment ça qui touche chaque enseignant. On l'a vu aujourd'hui, les profs de sciences éco, de latin, d'histoire, qui pour eux voient que les lignes risquent de bouger et donc sont inquiets. Mais le gouvernement a quand même garanti aussi un maintien de l'emploi par rapport à des mesures qui doivent être progressives. Je pense qu'il y a 1 an et demi, beaucoup d'enseignants se disaient c'est encore un brol de plus, on va nous amener une réforme et moi j'ai pas envie de m'en préoccuper. Or ici, c'est quelque chose qui se veut construit. Alors construit, je l'ai dit, c'est quasi impossible de faire ça avec tout le monde, mais en tout cas, il se veut construit en tenant compte des réalités du terrain. D'où l'intérêt des rencontres comme aujourd'hui. Qu'il y ait des personnes qui se rendent compte seulement aujourd'hui peut-être de l'enjeu, c'est dommage, mais en attendant, il vaut mieux aujourd'hui que jamais. Et moi, je remercie vraiment tous ceux qui participent aux rencontres, qui viennent donner leur avis, qui viennent parfois à plusieurs reprises et qui seront sans doute aussi présents en septembre. Les objectifs, ils sont apparus en tout cas aux yeux du groupe central comme réalisables parce que c'est à une échéance de 2030. Et oui, dès 2018, de manière phasée, des moyens complémentaires, donc en NTPP ou en capital période, vont être octroyés aux écoles pour développer des dispositifs de remédiation, de soutien, à la fois au sein même de la classe, mais aussi dans la grille horaire de l'élève, voire même en dehors de la grille horaire. Alors comment ça va être implémenté? Ça aujourd'hui on ne le sait pas encore. Et c'est vrai que de nouveau, c'est ça qui peut interpeller ou inquiéter. Les maternelles, on avait prévu 50 millions. On a annoncé ici aujourd'hui comment ils allaient être phasés parce que c'est une des premières mesures. Je pense que d'ici 6-7 mois, on aura construit un modèle sur la manière dont les dispositifs de remédiation pourront arriver dans les écoles. Et ils devront aussi être évalués, ces dispositifs, voir si ça fonctionne ou pas. Et aujourd'hui, il y a déjà des écoles qui en utilisent certains. J'ai visité 2 écoles où, depuis 4-5 ans, ils ont décidé, sans être en encadrement différencié, dans une école, c'est vrai qu'il y a une grosse implantation, de dégager du capital période en primaire pour avoir des moments de remédiation hors classe pendant le temps scolaire. Et ils ont, en même temps qu'ils décidaient ça, décidé de limiter très fortement le redoublement en faisant en sorte que chaque élève soit soutenu dès le départ de l'année scolaire. Et il se fait que depuis 4 ans, il y a un seul élève qui a doublé dans cette école. Donc ça veut dire que c'est possible, c'est pas duplicable partout dans toutes les écoles en fonction de tous les publics, c'est clair. Mais en attendant, si on ne se pose pas la question et si l'école ne se met pas dans une posture de le faire, alors ça ne pourra pas marcher. Mais nous, on va, avec les moyens, injecter des possibilités. Il y a toujours les mêmes moyens, donc c'est une enveloppe fermée, donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des écoles qui soit n'étaient pas créées auparavant, soit n'étaient pas classées en encadrement différencié, qui bénéficient aujourd'hui de moyens complémentaires, qui sont très heureuses de les voir arriver, mais qui évidemment ne le disent pas aussi publiquement que ceux qui sont peut-être frustrés de ne pas pouvoir continuer exactement les mêmes projets. Par rapport à ça, on a effectué un phasing out, donc une sortie progressive sur 4 ans. On a permis que les écoles, même si elles sortent de l'encadrement différencié, conservent des moyens de manière progressive parce que sinon c'est compliqué pour elles de se dire que d'une année à l'autre elles perdent tout. Donc ça c'est une des nouveautés du décret encadrement différencié.
Alors, le fait est que ça repose évidemment sur la liberté d'enseigner et qu'il y a un réseau libre et donc à qui nous n'avons pas imposé de donner le cours d'une certaine manière. Le référentiel doit être rempli, donc le référentiel, les compétences doivent être atteintes par l'ensemble des élèves, mais avec un système qui est transversal, et donc vous l'avez dit, dans différents cours, et pas dans un cours qui est dédicacé. C'était une demande des réseaux officiels d'avoir un vrai cours à part entière. Donc on a rencontré cette demande. Maintenant j'entends bien qu'au niveau des enseignants, des professeurs de religion et de morale qui vont devoir suivre un certificat en didactique, ils seront sans doute en partie dispensés pour certains crédits en fonction de leur formation initiale. Mais c'est vrai que c'est un enjeu quand même important pour eux et je peux entendre que ça ne leur plaise pas à tous. Maintenant, pour donner un nouveau cours en tant que tel, c'est important de se former à la didactique de ce cours. Et certains des enseignants que je rencontre m'ont dit moi je serais très contente de le suivre, j'espère juste que ça ne va pas avoir un impact trop important vu le nombre de crédits sur ma vie personnelle, etc. Alors on a fait en sorte d'enlever déjà 2 heures de la charge de cours face à la classe. Pour les enseignants qui suivent la formation, c'est un petit geste, c'est vrai. Maintenant, on va travailler aussi avec les hautes écoles et l'ARES pour faire en sorte que ça soit modulable et qu'au niveau de la vie aussi familiale, ça puisse aussi être supportable pour les enseignants. Évidemment, je n'étais pas dans les groupes de travail qui ont participé à la réflexion du départ, mais je pense que l'enjeu des réseaux est quand même inscrit dans la Constitution. Et donc, il y a un article de la Constitution qui prévoit la liberté d'enseignement. Si on veut repenser complètement les réseaux, on doit toucher aussi cet article. Je ne suis pas sûre du tout que notamment nos collègues flamands seraient d'accord. Mais donc, la base de travail, c'était que les réseaux continuent à exister. Maintenant, qu'ils doivent davantage travailler ensemble, qu'ils doivent se mettre en synergie plutôt qu'en concurrence, mais ça c'est très clair. Et dans le cadre du qualifiant, on le fait déjà dans les bassins emploi formation, anciennement IPIEC, et quand on va rationaliser et faire en sorte que l'offre du qualifiant corresponde aussi davantage aux métiers en pénurie et aux options porteuses, on va devoir le faire en interréseau. Hein. Donc ça, ils y sont prêts. Ils y sont préparés, ça ne va sans doute pas être facile à tous les moments, mais c'est déjà un des modes de collaboration super important. Quand je vois, moi, dans certaines communes, des petites implantations qui existent au niveau maternel, qui sont de l'enseignement libre, et que par la suite, c'est l'école primaire communale qui prend le relais, et ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, avec des communes qui mettent des moyens équivalents, parce qu'un enfant égale un enfant. Moi, je ne peux qu'encourager ce genre de démarche. J'étais encore la semaine dernière en train d'inaugurer une école qui vivait ce cas-là précisément. Donc, pour moi, on doit l'encourager, on doit peut-être même imaginer des incitants, notamment peut-être dans les zones plus rurales, pour faire en sorte que les réseaux coexistent et collaborent davantage, voire même fusionnent, pourquoi pas à certains moments. Et on a encore eu une nouveauté cette année, c'est la création d'un pouvoir organisateur mixte des communes avec l'AFELSI, donc le réseau libre non confessionnel, et le réseau WBE qui se mettent ensemble pour créer 2 écoles secondaires. On sait que l'enjeu à Bruxelles est vraiment important. Donc pour moi, c'est avec des projets comme ça qui peuvent servir finalement de pilote qu'on arrivera à faire en sorte qu'on travaille mieux ensemble sans pour autant se dire qu'on fusionne les réseaux. Nous sommes venus ce soir parce que nous sommes inquiets par rapport au cours que nous enseignons depuis plusieurs années, donc les sciences économiques. En fait, notre cours est présenté pour l'instant comme une démarche et non comme un cours à part entière dans les avis qui ont été émis. Nous voulons vraiment montrer que notre cours a sa place dans le futur tronc commun parce qu'il va éduquer les enfants par rapport aux médias, il va les préparer à être des consommateurs responsables, leur apprendre à faire un budget. Je pense que de nos jours, l'économie a vraiment sa place à l'école. En plus d'être enseignés à la maison par les parents. Nos élèves adorent le cours, en général c'est un moment où ils peuvent faire des choses différentes, un petit peu s'évader des cours plus théoriques. Donc nous défendons vraiment ce cours et nous aimerions qu'il ait sa place dans le futur tronc commun du pacte d'excellence. Je pense que nous serons toujours titre requis pour enseigner l'économie. Par contre, par rapport à la bureautique, donc là nous sommes en train d'écrire à la ministre et nous essayons de nous faire entendre parce qu'en effet, il y a une partie de notre formation initiale qui est mise en péril, clairement. Et nous avons consacré 3 années de nos études pour pouvoir apprendre à enseigner les sciences économiques. Et nous sommes les personnes les mieux placées pour enseigner cette matière. Nous espérons nous faire entendre aussi par rapport à ça.
suis étudiante en régionale sciences économiques et je suis actuellement en 2e année. Depuis quelque temps, nous nous posons beaucoup de questions à propos du pacte. Quelles sont les conséquences que cela va avoir sur notre futur métier? Comme nous avons très peu de réponses et qu'il y a beaucoup de flou, nous n'avons pas d'autre choix que de nous réorienter. C'est ce que les professeurs de notre section nous encouragent à faire, car il y a de gros points d'interrogation. J'ai pensé à une éventuelle réorientation, j'ai d'ailleurs arrêté mes études et je décide de m'orienter vers autre chose. D'autres élèves pensent toujours devenir prof, mais dans une autre section, par exemple les sciences humaines, les mathématiques et ainsi de suite. Et ceux qui sont actuellement diplômés n'ont que deux choix: travailler dans le privé, ce qui n'est pas facile, ou alors faire un master à HEC. En 2024, on n'aura pas de place. C'est le gros point d'interrogation, c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui exprimer mon mécontentement face à ce pacte, à la réforme des crédits, titres et fonctions. Je venais aujourd'hui en attendant une réponse précise sur McKinsey et ce qu'en a dit le rapport de la Cour des comptes. Je suis un petit peu frustré parce que la ministre a compris que je revenais avec une vieille question qui a déjà été réglée. Évidemment, on sait que McKinsey n'a pas écrit l'avis numéro 3, ça on le sait. Maintenant, elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit qu'il n'y avait plus aucun contact, qu'il n'y avait plus rien entre McKinsey et la fédération. Et je trouve ça intéressant comme parole publique, parce qu'on pourra vérifier à l'avenir, parce que par exemple les ASBL comme Teach for Belgium, et il y a des projets qui dépendent aussi de McKinsey qui sont en cours. Donc voilà, il y a une parole intéressante par rapport à des faits qu'on pourra constater ou pas. Maintenant, pour la suite, voilà, nous on va continuer à aller poser nos questions dans les dernières conférences de la ministre, parce qu'elle se termine bientôt. L'idée au départ, c'était vraiment de montrer qu'il y a une contestation qui est là sur le terrain et que quand la ministre et les tenants du pacte nous disent qu'il faut absolument que les professeurs s'approprient les mesures qui vont arriver, on voulait lui montrer que ça n'allait pas être facile et que c'était pas évident au départ, parce que je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte jusque-là. L'idée justement, c'est pas de faire répondre par oui ou par non, c'est pas vraiment un référendum. Le mot est passé dans la question parce qu'on l'a répété plusieurs fois et qu'il était question de ça, mais c'est plus précis qu'un référendum. Sur la page, j'ai passé, parce que moi je suis pas compétent pour faire ça du tout, j'ai passé un avis pour demander à des gens justement compétents qui sont universitaires, spécialistes des statistiques, des enquêtes, pour qu'ils nous aident à mettre sur pied une proposition qui soit scientifiquement, qui tienne la route, qu'on puisse prendre au sérieux, qui passerait par exemple, c'est la proposition qu'on a faite, par la boîte mail que chaque prof a, où il reçoit ses fiches de paie. Et donc on voulait faire passer cette enquête par ce canal-là, mais l'enquête reste à proposer. Maintenant, nous, ce qu'on aurait bien aimé, c'est que la ministre mette tous ses moyens qu'elle a à sa disposition pour faire une petite enquête. Ça aurait coûté beaucoup moins cher que tout ce que ça a coûté jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une précaution utile, parce que au niveau de l'appropriation, si on veut que les enseignants participent et s'approprient, avant d'engager des budgets qui sont inédits et historiques, c'était bien de prendre la précaution de voir si tous les profs sont prêts à suivre.